C'est l'Iran qui a l'écart. Je suis bien incapable de me prononcer sur des enjeux militaires. Nous avons ici des spécialistes qui pourraient en parler beaucoup plus savamment que moi. Je dois dire que je suis un peu impressionné par ces informations que vous donnez. Moi, j'avais une idée assez simple, c'est que on était parvenu à une situation de double blocage. Et que de toute manière, il ne pouvait pas y avoir de vraie liberté de circulation parce que les armateurs, les assureurs ne pouvaient pas envisager cela à partir du moment où les deux puissances étaient liguées en quelque sorte pour bloquer le trafic. Et donc, la seule question qui me paraissait se poser, c'est de savoir qui pourrait tenir le plus longtemps. Proust dit ça dans la guerre de 14. Il décrit la guerre de 14 en disant le système, c'est quel est celui qui va tenir le plus longtemps. Et là, on voit bien que Trump prend en fait, Trump et les Iraniens ensemble prennent l'ensemble de la planète en otage, avec des conséquences quand même énormes sur le plan humanitaire, sanitaire, alimentaire à terme, et que les Iraniens sont également complètement pris en otage et ont sans doute des capacités de souffrance imposées par une direction inhumaine qui est beaucoup plus forte. Mais là, ce que vous me montrez, alors moi j'avais pensé, si vous voulez, que de toute manière il faudrait qu'à un moment ils sortent de ce jeu et qu'ils disent il faut arrêter ce double blocage, quelque chose d'équilibré, et deux, qu'on discute vraiment des trois problèmes qui sont en cours, c'est-à-dire en cause, c'est-à-dire les missiles, les proxys et surtout le stock nucléaire, et que ça prendrait beaucoup de temps. Mais là, ce que vous me montrez est quelque chose qui me sidère, c'est-à-dire que les Iraniens arrivent quand même à faire quelque chose dont je ne les imaginais pas capables. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que on est quand même dans un jeu de poker menteur généralisé. Hein. Donc il y a des choses qui sont vraies. Généralisé. Hein. Donc il y a des choses qui sont vraies. Hein. Oui, ça, les deux porte-containers pris en otage, c'est vrai. Les 34 pétroliers qui ont réussi à passer jusqu'à maintenant, ils peuvent encore être appréhendés par les Américains. C'est vrai aussi. C'est aussi vrai. Oui. Donc on est là dans ça prouve simplement que effectivement le président Trump s'est mis dans une situation dont je ne vois pas comment il peut se dégager sans dommage politique important pour lui-même et pour son pays. Samantha Bendern. En fait, là, on reprend l'adage de ceux qui travaillent dans le contre-terrorisme. C'est qu'un terroriste n'a que besoin de réussir son coup une fois pour créer la terreur. C'est la même chose avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens qui arrêtent 2 bateaux, alors qu'il y en a 34 autres qui passent. Et on ne parle pas des 34 autres qui passent. Il suffit qu'ils réussissent leur coup une fois pour réussir, pour que l'acte de terreur soit réussi, que ce soit en mer ou que ce soit une bombe dans une ville européenne. Et c'est ça le problème quand dans une guerre asymétrique comme ça. C'est clair que les Iraniens ne peuvent pas arrêter tous les bateaux qui passent et les Américains non plus. Ce qui compte, c'est l'ambiance que ça crée, et ce qui compte, c'est le fait que, eh bien, comme M. Bourlange l'a dit, le monde entier maintenant est pris en otage à cause de ce qui se passe dans ce détroit. Et ça permet effectivement aux Iraniens d'étaler leur communication, leur récit, encore une fois, guerre du récit. Oui, parce que les Iraniens, du coup, de ces dernières heures, revendiquent une marine qui est non seulement toujours là, mais qui est très forte et qui tient les Américains en respect. Regardez, écoutez. Ils disent « Nous avons détruit votre marine ». Cette marine qu'ils prétendent avoir anéantie est encore aujourd'hui forte et puissante. Et l'ennemi se tient à une distance de 300 km d'elle. Alors Raphaël Jérusalemi, peut-être que vous pouvez nous aider à y voir plus clair, pardonnez-moi, entre les mots et la réalité des faits. Selon vos informations à vous, ancien officier du renseignement israélien, oui, la marine iranienne est toujours extrêmement puissante et redoutable ? Non, elle est redoutable parce qu'elle a encore les moyens de nuire. Elle n'est pas extrêmement puissante du tout. C'était une très grande marine. On a quand même détruit 160 vaisseaux importants de cette marine. L'armée de l'air iranienne n'est pratiquement inexistante aujourd'hui. Et comme on l'a dit, il reste 1000 missiles balistiques. Alors, dans le bras de fer qui oppose maintenant les Iraniens et les Américains, il y a le détroit d'Ormuz, qui, à mon avis, n'est pas du tout un enjeu militaire stratégique. C'est pas important du tout sur le plan militaire de contrôler ou pas le détroit d'Ormuz, même si ça crée une crise mondiale, planétaire et financière
d'immense ampleur. Mais en fin de compte, militairement parlant, si nous voulons donner un coup de grâce à l'armée iranienne, le détroit d'Ormuz nous apporte peu, surtout les Israéliens d'ailleurs. Secondo, dans ce bras de fer, il faut faire la distinction entre le militaire. Les Américains peuvent tenir plus longtemps que les Iraniens militairement, mais politiquement, non. Car Donald Trump est limité. Il est quand même s'il est parfois n'en fait qu'à sa tête, le président d'une démocratie. Les gardiens de la révolution, eux, peuvent tenir des mois, des années, ruiner l'économie iranienne, mais continuer ce bras de fer. Alors que le 1er mai prochain, eh bien, Donald Trump sera face au Congrès américain. Il a, d'après la loi américaine, 60 jours de guerre, si vous voulez, qu'il peut mener, au bout desquels il doit demander l'autorisation soit de prolonger de 30 jours, soit il doit arrêter, d'après la loi américaine, en tous les cas, les combats. Donc, il n'a pas, si vous voulez, sur le plan politique, l'endurance que peut avoir sur le plan politique une dictature. Par contre, sur le plan militaire, il ne fait aucun doute que les Iraniens ne feront pas le poids avec l'armée américaine et j'oserais dire même pas avec l'armée israélienne. On reste ensemble, Raphaël Jérusalemi. Est-ce qu'il faut relativiser l'importance du détroit d'Ormuz dans ce qu'on est en train de vivre ? Non, mais je crois que l'enjeu militaire, je crois que c'est tout à fait exact, mais l'enjeu n'est pas militaire. Le problème, je ne vais pas citer Clémenceau en 1887, quand il disait du général Boulanger, la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier à des militaires, mais la politique, en tout cas, est une chose qui ne peut pas dépendre d'une supériorité militaire. La supériorité militaire est énorme. Il semble qu'elle soit un petit peu inférieure à ce qu'on escomptait, puisque les Iraniens s'en tirent apparemment de façon assez inattendue et échappent partiellement à ce blocus. Mais le seul problème est politique. Qu'est-ce que veut faire ? Qu'est-ce que depuis le début, quel est l'objectif ? Alors, pour Israël, on voyait, c'était de détruire, d'affaiblir considérablement le pouvoir iranien. Mais quel est l'objectif exact de Trump, alors qu'il n'a jamais pris les moyens de détruire. Les moyens, c'était une invasion dont il n'avait absolument pas la possibilité de détruire l'État iranien. Donc on se demande toujours, si vous voulez, le problème c'est la phrase célèbre, quand vous avez un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Mais on peut taper, mais ce problème-là ne ressemble pas à un clou. Alors la situation est d'autant plus complexe et floue ces dernières heures que, alors que les Iraniens démontrent leur force en mer, eh bien le patron de la marine américaine, lui, a été démissionné. Oui, est-ce là un autre aveu d'une stratégie inopérante côté américain? Le Wall Street Journal révèle cette secousse au Pentagone. John Pellan, secrétaire à la Navy, alors c'est l'homme qui s'occupe de superviser toute la marine américaine, a été poussé vers la sortie sur fond de tension avec Pete Hegseth. Il n'est pas militaire, mais c'est l'homme qui gère les porte-avions, les sous-marins, les budgets, l'organisation de la flotte. Enfin, franchement, dans le contexte, de quoi est-ce le nom ? On aurait pu quand même se débarrasser de Pete Hegseth, parce que ce qu'il donne comme spectacle depuis le début est quand même vraiment pitoyable. Général. D'abord, il faut voir un peu le contexte. Pourquoi ce secrétaire d'État est viré? Il est viré d'abord c'est un milliardaire, faut comme pas l'oublier, qui n'est pas spécialisé dans les questions de la défense. Deuxième point, il a surtout voulu, semble-t-il, externaliser une partie de la fabrication des navires américains, donc externaliser à l'extérieur des États-Unis. C'est-à-dire, en fait, la politique de Donald Trump aujourd'hui, c'est que les chantiers navals américains reprennent leur place en fabriquant des navires militaires américains. Eh ben, ce milliardaire avait dit non, je vais externaliser ceci à l'étranger et accepter que d'autres pays finalement. Très bonne raison pour être viré. Oui, voilà. Donc, dans le contexte du réarmement américain. Son incompétence, c'est pas grave, mais ça, c'est très grave. Et de la réindustrialisation et de la récupération des chantiers navals dont beaucoup ont été fermés aux États-Unis depuis l'ère Clinton, depuis les démocrates. Et ben aujourd'hui, il faut rétablir ce système et c'est une partie de la raison pour laquelle il est parti. Il est possible aussi qu'ils servent de fusible parce que les Américains ont vu, comme nous l'avons vu, les difficultés d'approvisionnement, y compris parfois en nourriture des navires américains. Une partie des équipages sont en mer depuis près de 300 jours et ça crée de vraies tensions et tout ça est relayé dans les médias américains avec les familles qui se plaignent et donc c'est peut-être un moyen de répondre à ce mécontentement, non pas sur l'action militaire des bateaux, mais plutôt sur la gestion de ce conflit au niveau de la Navy.
Alors, décidément, beaucoup d'aveux dans cette émission. Un autre aveu, le déminage du détroit d'Ormuz pourrait prendre 6 mois. Voilà ce qu'a déclaré également le Pentagone au Congrès. Révélation du Washington Post par ailleurs. Les parlementaires ont été informés que l'Iran pourrait avoir déposé 20 mines ou plus même dans ce détroit. 6 mois pour déminer, et c'est pas tout, puisque l'on parle maintenant de mines GPS. Alors, c'est le moment où j'arrête le temps. Moi, personnellement, mines GPS, ça ne me parle pas. Kezako. Alors, si j'ai bien compris, parce que je connais pas non plus, hein. Mais je misais tout sur vous, là, on a un problème. Je suis pas un marin, mais la mine GPS, en fait, ça va déterminer quand elle est flottante, on va savoir où elle est et va pouvoir, semble-t-il, s'identifier, identifier un navire et finalement se mettre en position d'exploser à son contact. Donc, c'est des mines a priori dérivantes, si j'ai bien compris, non? Mais moins intelligentes que ça quand même. Oui, mais c'est vrai. Non, parce que le mot GPS tout de suite nous met dans une situation de. En fait, c'est une vieille mine. C'est une vieille mine. C'est les mines de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des mines dérivantes, c'est-à-dire qu'elles sont à la surface de l'eau, elles dérivent avec les courants, elles sont munies d'un récepteur GPS qui fait que lorsqu'elles sortent d'un certain périmètre qui leur a été attribué, par exemple le détroit d'Ormuz, tout à fait au hasard, si elles sont dans le périmètre, elles sont actives, un bateau qui les toucherait exploserait à leur contact. Si elles sortent du périmètre, elles deviennent inactives et elles deviennent donc inoffensives. C'est une manière de gérer le minage de manière un peu intelligente. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réception au son ? C'est-à-dire qu'elles identifient... Alors ça, c'est un autre type de mine qui est, elle, posée au fond de la mer, qui peut être soit électromagnétique, donc elle réagit au champ magnétique que dégage un navire en acier qui passerait au-dessus. C'est pour ça que les anciens démineurs américains étaient en bois pour ne pas réagir aux mines. Et on a aussi des mines électroacoustiques, effectivement, vous avez raison, Monsieur Bourlange, qui réagissent au son et qui explosent lorsqu'elles entendent le son. Voilà, et elles différencient. Mais il y a même des mines qui, au fond de l'eau, peuvent compter le nombre de bateaux qui passent et exploser au bout de 8, 9 ou 10 bateaux. Je vous préviens, à ce rythme-là, vous êtes demain devant l'écran pour nous expliquer en quoi consistent les mines au fin du détroit. En tout cas, la preuve que le sujet est absolument majeur pour la Maison-Blanche, un tout petit peu avant le début de cette émission, Donald Trump a ordonné de détruire les bateaux iraniens qui posent des mines dans le détroit d'Ormuz. On reprend la direction de la Maison-Blanche justement pour vous retrouver. Mathieu Karman, vous êtes sur place avec Julie Janus. Mathieu Karman, depuis le début de l'émission, on parle d'aveux de forces américaines. Ils reconnaissent que les forces iraniennes ne sont pas détruites, en tout cas pas suffisamment. L'Iran qui semble avoir la main dans Hormuz, le secrétaire à la marine qui est limogé, maintenant le détroit miné pour 6 mois. C'est quoi? C'est un aveu généralisé d'enlisement et je vais être beaucoup plus simpliste que ça encore. C'est panique à bord, à la Maison-Blanche? En tout cas, Amélie, on sent qu'il y a un petit peu de doute ici dans les rangs de l'administration de Donald Trump. Alors peut-être pas une panique générale, mais des doutes parce que personne ne sait, y compris Donald Trump, s'il faut reprendre cette guerre. On sait que Donald Trump, lui, ne veut pas d'un conflit prolongé avec les Iraniens et en matière de communication. Donc ça ne ressemble pas vraiment à une panique générale, mais du moins à une inquiétude. Et une inquiétude qui est lisible lorsque on regarde les propos des uns et des autres, que ce soit la porte-parole de la Maison-Blanche ou de Donald Trump. Hier, la Maison-Blanche nous dit que tout va bien, que la situation est sous contrôle, que les États-Unis gèrent parfaitement ce qui se passe au Moyen-Orient. Donald Trump nous dit la semaine dernière qu'une opération conjointe avec les Iraniens a débuté dans le détroit d'Ormuz pour déminer le détroit. Tout cela, ça avait surpris évidemment tous les journalistes qui sont présents à la Maison-Blanche. Finalement, on apprend que c'est plus compliqué que prévu. Et puis Donald Trump, tout à l'heure, ordonne à la marine d'aller encore plus vite dans le déminage du détroit d'Ormuz. Et puis, il y a ce sujet dont vous parliez il y a quelques minutes à peine, c'est le limogeage avec effet immédiat du secrétaire à la Navy, John Pellan. Alors officiellement pour désaccord avec le grand chef, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Mais tout cela, on sent bien que c'est un très mauvais signal qui est envoyé au régime iranien. Quand on sait que la grande majorité des Marines sont déployés actuellement dans le golfe Persique, que le porte-avions George H.W. Bush est en chemin en ce moment même avec 5000 militaires supplémentaires pour le détroit d'Ormuz, on voit bien qu'il y a un léger flottement ici à la Maison-Blanche et que Donald Trump ne sait pas réellement ce qu'il souhaite donner pour la suite du conflit en Iran. Merci beaucoup Mathieu Karman en direct depuis la Maison-Blanche. Merci beaucoup à vous Mathieu. 6 mois pour déminer à minima le détroit d'Ormuz. C'est synonyme d'impact long du conflit, quoi qu'il en soit. Et quand, par exemple, Jean-Louis Bourlange nous dit l'enjeu, c'est qui est le plus capable de résister à la pression. C'est absolument ça. 6 mois après la fin du conflit. Oui. Parce que ce que je crois que c'est le Wall Street Journal qui en a parlé explique, c'est qu'on ne peut pas envoyer des bateaux de déminage
il y a que 3 pays qui en ont, la France. On démine pas sous le feu, et les de toute États-Unis. façon, On quoi ne peut qu'il pas arrive. mettre ça sous le feu. Donc 6 mois, à partir de quand? Donc on voit très bien que ce problème ne sera pas réglé demain, sans parler de ce qui semble être un chaos à Téhéran, parce que finalement, qui est au pouvoir aujourd'hui? Avec qui est-ce que les Américains vont négocier? Et que se passe-t-il à Washington? Parce que, en effet, John Phelan, donc le directeur de la marine qui vient d'être viré, oui, il avait une politique de construction de navires qui ne plaisait pas au Pentagone, mais on ne vire pas le directeur de la marine en pleine guerre navale, en plus, quelques semaines après avoir viré le directeur des opérations terrestres, Randy George, au moment où l'on pensait lancer les opérations terrestres. Donc on sent qu'il y a des deux côtés de ce conflit un problème de leadership. 6 mois pour déminer, à l'issue de la guerre. Oui. Pour beaucoup qui nous écoutent, ça veut dire enlisement. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut être très prudent parce que déjà, à plusieurs reprises, on nous a dit il y a des mines. Et puis après, les Iraniens ont dit non, mais finalement, on les a pas installés. Vous l'avez rappelé tout à l'heure devant le grand écran, les Iraniens continuent à exporter du pétrole et ils l'exportent pas par avion. Donc ça veut dire que même s'il y a des mines, en tout cas, il reste des lieux de passage. À mon avis, le plus inquiétant pour les Américains aujourd'hui, c'est que plutôt que de fermer complètement le détroit comme les Iraniens s'en flattaient au début du conflit, ils l'ont privatisé. Et donc en fait, ils laissent passer leurs bateaux et les bateaux amis et les autres, comme ceux de l'armateur MSC dont on voyait les images tout à l'heure, ceux-là ils les bloquent. Et les Américains, eux, n'arrivent pas, semble-t-il, à arrêter tous les bateaux iraniens. Donc je pense que c'est surtout ça aujourd'hui le problème stratégique des Américains, c'est que ce qui pensait être un contre-blocus en fermant le détroit, c'est inefficace. C'est peut-être que le début, enfin j'exagère un peu, mais en tout cas l'Iran a encore d'autres cartes dans son jeu. Nous vous en parlions dès hier, il y a une arme invisible de l'Iran qui est peut-être cachée au fond du détroit d'Ormuz, oui, sous ses eaux, se cachent des cibles. Certains parlent d'un trésor crucial, on parle de câbles de télécommunications sous-marins et les Iraniens font monter maintenant la musique, ils pourraient les couper. Et là c'est le capitaine Giacomoni que j'appelle devant l'écran, le spécialiste des mers donc. Xavier, de quoi parle-t-on précisément? Ces câbles sous-marins, où sont-ils et à quoi servent-ils précisément? Regardez ce graphique et vous allez comprendre. Vous voyez tous ces vaisseaux, toutes ces artères. Eh bien en fait, ce n'est pas du sang qui circulerait dans un corps. C'est ce qui alimente toute la planète en matière de transmission de données, en matière de données financières notamment. 10 câbles au moins sous-marins dans le détroit d'Ormuz, on est dans cette zone-là. Et des câbles, il y en a partout. En fait, on est un peu dans le hub du Moyen-Orient qui va de l'Europe, Moyen-Orient, et tout ça, regardez, ça part vers l'Inde, Pakistan, Inde, Asie du Sud-Est, ça irrigue tout. Donc si jamais vous coupez ici, ou alors ici, là c'est la mer Rouge, là ce sont les Houthis, eh bien vous pouvez causer des dégâts irrémédiables. 95% aujourd'hui de l'Internet mondial passe par ce genre de câbles. Alors le régime a-t-il vraiment les moyens de les saboter, ces câbles? Alors c'est pas si facile, hein. Il faut quand même tout de suite le dire à nos téléspectateurs, il faut pas avoir trop peur, c'est pas si simple. Mais c'est déjà arrivé en mer Rouge. Les Houthis ont été accusés, ils ont démenti, on ne sait pas très bien qui l'a fait, mais ici, des câbles ont été coupés il n'y a pas si longtemps. On sait aussi que des câbles ont été coupés en Baltique par des bateaux proches de la Russie. Comment ça s'est fait? Tout simplement, on laisse filer son ancre, ce sont des ancres de plusieurs tonnes, elle racle le fond comme un chalut d'un bateau de pêche et elle finit par arracher des câbles. Il faut quand même savoir où sont les câbles. Ceci dit, les Iraniens ont d'autres compétences. Ils ont des sous-marins de poche qui s'appellent Gadir, qui pourraient descendre. En plus, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'il n'y a pas tellement de profondeur, hein. On est entre 30 et 70 mètres de profondeur. Ça permet d'agir quand même. Et avec ces sous-marins, ils pourraient aller piéger des câbles, par exemple les faire exploser, ou alors envoyer des nageurs de combat. C'est pas facile, c'est possible, mais pour le moment, autant vous le dire, ils n'en ont pas besoin. Il leur suffit de bloquer le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni, merci infiniment. Il faut qu'on aide nos téléspectateurs à faire la part des choses, parfois à dédramatiser. Voilà, typiquement, ça c'est le genre de menace qu'il faut relativiser ou au contraire les prendre très au sérieux. Nous, on a tous parlé sur ce plateau pendant des semaines, voire des mois, n'est-ce pas Samantha, des câbles effectivement coupés par les Russes et des conséquences très sérieuses que ça pouvait avoir.
Jean-Louis Bourlanges. Bon, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet, je suis d'une incompétence encyclopédique. Non, mais je ne parle pas des câbles à proprement parler, peut-on les couper ou non, et comment fait-on? Ma question, c'est de savoir si, effectivement, quand on est dans une position, comme par exemple quand vous étiez à la tête de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, vous recevez une info comme celle-là, est-ce qu'il y a une réelle inquiétude à avoir? Parce qu'on imagine que les conséquences sont quand même extrêmement importantes. Je crois qu'il y a des inquiétudes à avoir, évidemment. Sur la question que vous posiez tout à l'heure des 6 mois, je pense que Guillaume a dit quelque chose de juste quand il dit que même si ça met 6 mois à éliminer tout cela, on peut très bien vivre quand même à partir du moment où il y a une entente, où il y a un accord politique entre les deux parties. On pourra très bien circuler dans le détroit d'Ormuz avec des précautions, etc. Ça, je crois que alors la preuve est faite par ce qui se passe actuellement. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre le fait que ce système est très pollué, mais en même temps, on pourra quand même, je crois, survivre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est véritablement la prise en otage de l'ensemble de l'économie mondiale, et notamment de l'économie alimentaire et humanitaire d'un certain... Les câbles Internet y participeraient, non? Oui, c'est une mondialisation de la guerre, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai que... on peut quand même, là, avec les câbles, on peut créer un immense désordre. Xavier, je voudrais entendre la voix de Samantha. Oui, Allez-y. ce sont les nouvelles armes de la guerre hybride. On l'a vu dans la mer Baltique, on l'a vu au large des côtes britanniques et irlandaises juste avant le début de la guerre en Ukraine, quand des sous-marins russes avaient été repérés en train de faire une cartographie de tous les câbles Internet et des câbles électriques et de fibres optiques qui traversent il y a ces endroits cruciaux. Donc il y a des nœuds cruciaux dans le monde. Il y a le nœud dans le Golfe, il y a le nœud Atlantique, il y a un nœud Baltique. C'est une façon de faire la guerre qui est très intelligente, si j'ose le dire, parce qu'elle n'est pas attribuable. Quand vous avez évoqué ces navires de la flotte fantôme qui avaient traîné leur ancre sur le fond de la Baltique et qui avaient coupé des câbles, c'était impossible d'attribuer ça à la Russie. Est-ce un acte de guerre? Est-ce un acte qui reste en dessous du seuil de la guerre? Et c'est là, si j'ose le dire, tout le nerf de la guerre, c'est qu'on ne peut pas... Comment est-ce qu'on réagit à un acte comme ça qui peut paralyser des économies et donc avoir un effet qui ressemble à l'effet d'une guerre kinétique? Je viens vers vous tout de suite, Guillaume Roquette, mais on prend la direction de Doha, puisque nous attend sur place Jordan Olivier avec Bordan Boutka, et merci beaucoup à tous les deux messieurs d'être avec nous. Est-ce une réelle inquiétude qui monte dans la région, que les Iraniens touchent à ces câbles pour, je cite les Iraniens, couper le Golfe du reste du monde? Parce que c'est ça la menace sur la table. Oui, forcément, Amélie, ici, cette menace inquiète les pays du Golfe qui dépendent en partie de ces câbles. On estime qu'entre 17 et 30% de la connexion Internet passe par ces lignes. Alors forcément, ce n'est pas rien. Et si ces lignes étaient endommagées, eh bien, ça aurait une véritable incidence sur l'économie de ces pays, avec par exemple des data centers qui sont situés aux Émirats Arabes Unis ou bien encore en Arabie Saoudite. D'ailleurs, ces data centers qui, pour la plupart, sont financés par de très grandes entreprises américaines. Autre exemple à vous donner, les paiements marcheraient au ralenti. Ils ne seraient pas totalement interrompus, évidemment, mais ça marcherait au ralenti et ça aurait des conséquences sur l'économie des pays de la région, avec quand même une nuance à apporter, puisque ce n'est pas aussi facile à faire, endommager ces câbles, que d'appuyer sur un interrupteur on-off. Les pays du Golfe ont toujours un moyen de se connecter à Internet via d'autres chemins. Donc forcément, c'est une menace qui est brandie par les Iraniens pour faire peur en quelque sorte à ces pays du Golfe, pour dire à ces pays du Golfe, attention, si vous apportez un soutien un peu trop prononcé aux États-Unis, on a un moyen de semer le chaos dans la région via ces câbles Internet. Merci infiniment, Jordan Olivier avec Bordan Boutka, et vous avez